Bonjour à, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire d'aujourd'hui sur c'est une question vaste et en fait on s'est réunis aujourd'hui avec deux experts que je remercie et une entreprise pour en fait savoir où on en est sur les ODD. Donc c'est une vaste question et on s'est dit qu'en cette fin d'année et après la COP 26, il était temps aussi de parler un peu d'ODD. On a beaucoup parlé de la COP, mais peut-être un peu moins des ODD en cette fin d'année. On voulait faire un peu un bilan avec différentes personnes que je vais présenter. Tout d'abord notre délégué général Nils Pedersen, donc, qui est en charge du déploiement notamment des ODD auprès du secteur privé avec toute l'équipe, mais également Eve de la Motte Karoubi, qui est chef de réseau au sein du réseau de SDSN. Alors, pour ceux qui, expliquer peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas cet acronyme, c'est plutôt anglo-saxon, qu'est-ce que le SDSN? Mais c'est on va dire un institut, un réseau extrêmement important dans le déploiement et l'évaluation des ODD. Nous avons également Madame Rebecca Akrich, donc du CGDD, qui est également là pour justement représenter l'administration française et montrer que l'administration française est mobilisée depuis quand même pas mal de temps autour des ODD. Et enfin, pour le secteur privé, Maxime Bellingry de L'Oréal, qui a en fait L'Oréal qui historiquement on a fait une AG avec Jean-Paul Agon en 2016 sur cette thématique des ODD. Et en 2016, on était vraiment commencé, on tâtonnait. Et donc, Maxime, qui est Human Rights Manager et qui, justement, L'Oréal fait le lien entre, par exemple, droits humains et ODD, ce qui n'est pas le cas partout, parce qu'on peut parfois séparer les deux, ce qui arrive malheureusement souvent. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on y répondra en fin de webinaire. Je rappelle que ce webinaire est enregistré, donc pour celles et ceux qui ne veulent pas être enregistrés, ils peuvent couper la caméra, donc pour éviter, c'est c'était le moment RGPD. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon webinaire et je passe la parole à notre délégué général, Lise Pedersen. Merci Anthony, on va couper le son. Voilà. On est dans la même pièce. Voilà, pardon. Non, voilà, c'est du live, c'est du direct. Vous savez, la démonstration que ce n'est pas enregistré en amont. Pardon pour ces petits soucis techniques, on est presque tous dans la même pièce. Donc, j'enlève mon masque juste pour être un peu plus audible. Merci Anthony pour cette présentation. Merci à toutes et à tous d'être connectés. On a même commencé à l'heure et on peut s'en réjouir d'avoir commencé pile poil à l'heure. Il était important pour le Global Compact France, effectivement, de se repencher à nouveau sur les objectifs de développement durable. Je vais y revenir parce que effectivement les sujets environnement a pu un tout petit peu éclipser, et tant mieux à la limite le sujet, mais on voulait revenir sur ce sujet. Alors quelques mots d'abord sur le Global Compact. Le Global Compact des Nations Unies est depuis 2000 la plus importante initiative internationale d'engagement volontaire en matière de développement durable, principalement à destination des entreprises. Et cette initiative regroupe aujourd'hui plus de 14 000 participants et nous avons dans le monde 70 réseaux locaux qui assurent une relation de proximité avec les membres et évidemment une mobilisation nationale. On peut se réjouir que la France soit le réseau le plus actif en termes de membres, réseau qui existe depuis 2003 et qui rassemble 1500 membres. Ça prouve l'importance effectivement du sujet pour notre pays. Alors, 2003, je l'ai dit, les objectifs de l'Europe sont lancés en 2015, ils sont adoptés par les 193 États membres des Nations Unies. Si les objectifs de développement durable sont universels et appartiennent donc à tous les citoyens, le Global Compact a souhaité, en tant qu'initiative spéciale des Nations Unies, promouvoir évidemment les 10 principes, et vous voyez derrière Anthony les 10 principes du Global Compact, mais également accompagner l'appropriation et la
mise en œuvre des objectifs de développement durable par les entreprises au niveau mondial et évidemment en France. Le Global Compact porte cette conviction qu'il faut accélérer et amplifier les stratégies d'impact collectif, c'est l'ODD numéro 17, pour atteindre d'ici à 2030 les objectifs de développement durable, notamment par le biais d'entreprises responsables qui sont actrices de la transformation de nos sociétés. Alors nous avons, je crois, quelques paradoxes, c'est-à-dire que 6 ans plus tard, aujourd'hui, tout le monde a plus ou moins entendu parler des ODD, des SDG, des objectifs mondiaux, peu importe la façon dont on en parle, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un vocable connu. Ces ODD nous donnent à la fois une marche à suivre pour un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l'environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. Et il est d'ailleurs intéressant de constater que 6 ans plus tard, la façon dont l'ONU elle-même parle des ODD, elle indique 17 objectifs pour sauver le monde. On n'est plus 17 objectifs pour transformer le monde, mais pour sauver le monde. La France, évidemment, a pris un rôle important dans les ODD. La France, au travers du CGDD, le Commissariat général au développement durable, a publié une feuille de route qui a rassemblé l'ensemble des acteurs, qui a été co-construit avec l'ensemble des acteurs. Et d'ailleurs, le Global Compact France a pris parti à la co-construction de cette feuille de route, notamment sur la partie entreprise. Et ça vous prouve et ça vous montre à quel point nous sommes engagés dans ces questions-là. Alors aujourd'hui, qu'en est-il de cette mise en œuvre et surtout au-delà de la mise en œuvre, où en est-on dans l'atteinte des objectifs de développement durable alors que nous assistons à une accélération de crise? On a tous en tête évidemment la crise de la Covid-19, mais aussi la crise climatique, peut-être moins visible la crise de la biodiversité, et on pourrait malheureusement multiplier le nombre de crises qui nous entourent. Finalement, ce contexte, pour ceux qui avaient encore des doutes, nous montre que nous devons absolument transformer la société. La question n'est pas tellement faut-il transformer la société, mais plutôt comment. Comment ne laisser personne de côté? Comment adapter nos modes de vie pour rester sous le seuil de 1,5 degré de réchauffement climatique préconisé par les accords de Paris? Comment décarboner une économie sans forcément détruire des emplois locaux? On a beaucoup de comment et on abordera ça aujourd'hui puisque les questions sont complexes. En sortant de la COP de Glasgow, on peut être évidemment un peu parce que la diplomatie a montré ses limites dans la question du réchauffement climatique. Et d'ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies, et c'est assez inédit, je pense, a appelé la jeunesse à s'engager et surtout a appelé les activistes à se mobiliser, pour l'État à s'engager, les entreprises. Aujourd'hui, les nations assez verticales montraient ses limites et qu'il fallait donc que l'ensemble de la société se mobilise. Et c'est assez raccord avec les ODD, puisque les ODD, encore une fois, sont un langage universel. Le même secrétaire général des Nations Unies qui d'ailleurs appelle tout le monde à se positionner sur le chemin d'une transition juste, et on pourra également en parler. Quelques petits, peut-être, touches un petit peu de regret, parce que la France en particulier a reculé de la 4e à la 8e place, et on y reviendra dans un instant, en raison notamment de la crise de la Covid-19. Et le rapport publié par le CGDD montre que nous avons dans notre pays des forces, et il faut se réjouir des forces, mais nous avons également des faiblesses dans l'atteinte des ODD. Je ne vais évidemment pas tous les citer, mais quelques points positifs, puisque la France est en bonne voie sur l'atteinte des objectifs 3, c'est-à-dire bonne santé et bien-être, le 4, éducation de qualité, le 9, industrie, innovation et services. Elle se rapproche à un rythme modéré des objectifs 1, pas de pauvreté, on en a parlé récemment dans la presse, l'objectif 5, l'égalité entre les sexes. Et néanmoins, elle s'éloigne à un rythme modéré des objectifs 2, c'est-à-dire agriculture, alimentation, et 7, qui couvre les énergies propres. Et elle s'éloigne à un rythme significatif de l'objectif 16, qui couvre paix, justice, institutions efficaces, et on pourra y revenir tout à l'heure. Quelques regrets, je l'ai dit, parce qu'effectivement, et il faut le dire, le commissariat général au développement durable porte avec conviction, engagement, cette feuille de route, et je crois qu'on a la chance d'avoir une administration très impliquée, très engagée, convaincue, et qui fait vraiment le boulot, et je le dis vraiment publiquement parce que c'est aussi pour nous un partenaire presque quotidien au sein du Global Compact France. Néanmoins, c'est vrai qu'on se rend compte que si les ODD sont présents finalement
dans le, le, je dirais, les éléments de langage, le personnel politique a encore du mal à s'approprier les objectifs de développement durable, non pas en tant que concept, mais bien dans son discours. Et on peut le regretter, même si là aussi, il faut s'en réjouir. Le Premier ministre a nommé Florence Provendier, députée des Hauts-de-Seine, parlementaire en mission pour mobiliser et structurer le mouvement multi-acteurs autour des objectifs de développement durable. C'est donc là aussi la preuve d'une prise de conscience politique forte sur le sujet. Il y a là aussi quelques raisons de rester optimiste et ce sera ma conclusion puisque, je vous l'ai dit, le Global Compact porte le discours ODD auprès des entreprises et justement, au niveau mondial, 88% des entreprises interrogées par le Global Compact affirment mettre en œuvre les objectifs de développement durable dans leur stratégie business. C'est plutôt rassurant et elles sont 82% des entreprises en France. C'est un sujet évidemment majeur pour le Global Compact qui s'est approprié le sujet depuis 2016 et on en parlait avec Anthony. Anthony est arrivé au Global Compact en 2016 justement sur les questions d'objectifs de développement durable. On en parlera aussi avec L'Oréal qui a été une des premières entreprises en 2016 à mettre en œuvre les objectifs de développement durable. Il sera intéressant de voir justement quelques années après comment on est passé finalement d'un discours sans doute volontariste, mais aujourd'hui à une mise en œuvre concrète et efficace. En rappelant évidemment, et je le dis très facilement que il y a pu avoir de certains acteurs l'impression qu'on pouvait faire du ODD picking, c'est-à-dire choisir les ODD qui étaient finalement les plus simples à mettre en œuvre. Je le redis, les ODD évidemment sont systémiques, l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. C'est important de le redire et on ne pourra atteindre les objectifs de développement durable qu'en mettant l'ensemble des ODD en action. Maintenant, il faut aussi avoir conscience, et le réseau français est représenté à 60% par des PME, que c'est peut-être plus facile, on verra, c'est peut-être plus facile, et encore pour des grands groupes, de mettre en œuvre les 17 ODD. C'est parfois plus compliqué pour des PME parce que d'abord, les sujets en lui-même est complexe et elles ne couvrent pas forcément les PME l'ensemble des sujets. Donc, il faut aussi accepter qu'il peut y avoir différents niveaux de mise en œuvre des objectifs de développement durable. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que le Global Compact a publié récemment un guide PME-ODD pour justement accompagner les PME sur ces sujets-là. Bien évidemment, c'est un sujet quotidien puisqu'il nous reste maintenant moins de 8 ans pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Nous sommes dans la décennie de l'action et évidemment, les efforts vont s'accélérer. J'en profite pour un petit point aussi technique. Nous devions la semaine prochaine présenter le baromètre ODD et entreprises. Et pour des questions d'organisation, nous allons le reporter à janvier prochain. Donc pour celles et ceux qui étaient inscrits, vous allez recevoir ou vous avez reçu un mail voilà, vous indiquant que cet atelier sera déplacé. Encore une fois, merci aux intervenants présents ce matin autour de nous. N'hésitez pas à poser des questions dans la matinée. L'idée, c'est aussi d'être dans un moment un petit peu interactif. Donc, posez vos questions. Les intervenants ont accès directement à vos questions. Et merci à Anthony Ratier qui va animer ce matin ce webinaire sur les ODD. Je coupe le son. Merci beaucoup Nils pour cette introduction. Effectivement, c'est plus 10 ans pour agir, c'est 8 ans pour agir. La timeline est en train de se réduire, d'où justement sauver le monde, parce qu'il y a peut-être une urgence de l'action. Et cette urgence de l'action est aussi illustrée à travers les différents travaux du SDSN avec F. de la Motte Karoubi. Donc, tu es chef de réseau au sein du SDSN. Donc, tu vas nous expliquer en quelques mots le rôle du SDSN et aussi ce que vous faites un baromètre depuis environ quand même quelques années. Vous voyez les méga tendances et les évolutions à travers tous les continents d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Et donc, ben, je te laisse la parole. Avec le micro activé, ça serait mieux. Excusez-moi, madame, si je peux me permettre, vous n'avez pas activé votre micro.
Ah, désolé. Teams n'est pas très compatible avec mon ordinateur, mais si vous m'entendez, tant mieux. Donc, je recommence. Donc, je m'appelle Eve de la Malkaroubi, je suis chef de l'équipe réseau au SDSN. Le SDSN, c'est un acronyme anglophone pour Sustainable Development Solutions Network. C'est un réseau qui a été lancé en 2012 à l'issue de la deuxième conférence de Rio, à la demande du secrétaire général de l'époque, Ban Ki-moon, qui a demandé à notre président directeur, le professeur Jeffrey Sachs, qui était conseiller de plusieurs secrétaires généraux à l'affilée, d'abord sur les objectifs millénaires du développement et après du coup, son rôle a été renouvelé pour accompagner la mise en œuvre des ODD. Donc, on a contribué déjà à l'élaboration, à la création de cet agenda en mobilisant l'expertise scientifique et technique du milieu universitaire. Et quand les objectifs ont été adoptés en 2015, notre mandat a été renouvelé pour accompagner cette mise en œuvre. Et ça se traduit par du travail autour de 3 axes principaux. D'abord, un travail de recherche et d'analyse. Dans un deuxième temps, on développe aussi des réseaux d'expertise. Donc, on a à ce jour 1600 universités et centres de recherche dans le monde qui sont membres du réseau SDSN et qui sont organisés à l'échelle nationale et régionale. Et on a aussi tout un programme de travail sur l'éducation au développement durable. Donc, je vais vous en parler très vite des deuxième et troisième point pour ensuite revenir sur le premier. Donc, juste très vite, la cartographie de nos réseaux. Vous voyez, la France est en vert. C'est parce que nous avons un réseau national qui est représenté par le jaune sur cette carte et un réseau régional qui est représenté par le bleu, parce qu'il y a donc un réseau national français qui est copiloté par l'université Paris Sciences et Lettres, l'université de Cergy et Kedge Business School, ainsi qu'un réseau méditerranéen autour des problématiques du bassin méditerranéen. Voilà, donc on a à ce jour 44 réseaux dans le monde qui, à leurs échelles, travaillent sur la compréhension des enjeux, sur la recherche, sur l'analyse des problématiques et évidemment conseiller aussi les gouvernements et d'autres acteurs sur la mise en œuvre. Un mot aussi sur le SDG Academy, qui est notre programme autour de l'éducation. Donc là, vous avez un exemple et on a plus de 35 MOOC complètement ouverts et gratuits sur toutes les thématiques liées au développement durable et de nombreuses autres ressources éducatives parce que les 35 cours, en fait, ont été ensuite... chaque vidéo individuelle qui dure entre 10 et 15 minutes a été référencée dans ce qu'on appelle le SDG Academy Library. Donc, si vous cherchez par thème ou par prof ou par chercheur, vous pouvez aussi vous renseigner sur ces différentes thématiques. Donc, je vous invite à prendre connaissance de cette ressource. Et maintenant, je vais vous parler très vite du coup du thème de mon intervention qui est un bilan aujourd'hui de où on en est pour cette mise en œuvre des ODD avec, comme Niels et Anthony l'a dit, que 8 ans qui nous restent entre la date, censée être la date d'atteinte. Évidemment, la pandémie n'a pas du tout aidé les choses et j'ai trouvé cette citation du secrétaire général des Nations Unies dans son rapport qui a été publié au Forum politique de haut niveau cette année, justement en fait qui montre non seulement, c'est pas non plus la faute de la pandémie, parce que c'est pas comme si on était sur la bonne voie à la base. Même si, comme Niels l'a dit, les ODD sont connus, tout le monde connaît le sigle, les couleurs, les petits carrés, le petit cercle. C'est vrai qu'il y a un espèce de consensus autour de cet agenda. En même temps, il n'a pas réellement été adopté. Et donc, nous publions depuis 2016 un rapport qui analyse justement les trajectoires et l'état des lieux des ODD dans le monde. Et c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment été sur la bonne voie.
Comme vous le savez, le secrétaire général a lancé en 2019, enfin, pour commencer en 2020, ce qu'ils appellent une décennie d'action en faveur du développement durable. Et depuis l'existence des ODD, c'est vrai qu'on a enregistré quelques progrès. On ne peut pas dire qu'on n'a pas avancé du tout. Et nous, on a fait une analyse dans notre rapport 2020, un comparatif régional qui montre que c'est surtout l'Asie de l'Est qui a enregistré le plus de progrès. Mais c'est vrai que c'est des progrès qui sont inégaux et largement insuffisants pour atteindre les ODD. Dans notre classement des pays, même les pays qui sont tout en haut du classement, c'est souvent les pays scandinaves, même ces pays-là ne sont pas en passe d'atteindre tous les ODD. Et c'est surtout les gouvernements qui ne se mobilisent pas assez. Et même dans les plans de relance post-Covid, c'est vrai que les ODD n'apparaissent pas suffisamment, alors que c'est un cadre qui est vraiment holistique et intégré, qui touche à tous les aspects de la crise, sociaux, pas seulement sanitaires, mais les problématiques sociales et économiques aussi. Et c'est vraiment dommage, justement, que ce cadre n'ait pas été utilisé. Donc, je vous ai mentionné notre rapport, qui est donc le Sustainable Development Report, donc le rapport sur le développement durable, qui existe non seulement à l'échelle mondiale, donc vous voyez la ligne du haut, là, c'est toutes les éditions mondiales, mais aussi en édition régionale. Donc, on a publié des rapports pour l'Afrique, pour le Moyen-Orient, pour l'Amérique latine, et aussi nationale. Donc, ça, c'est par le biais de nos réseaux que j'ai mentionnés tout à l'heure. Donc, on a publié, la semaine dernière, on a lancé notre dernier rapport sur les États-Unis, donc un comparatif État par État. Si ça vous intéresse, c'est le Vermont qui est arrivé en premier entre les 50 États. Je pense que les gens qui connaissent un peu les États-Unis, ça étonne personne parce qu'ils ne sont pas très nombreux. C'est très vert, voilà, ils sont assez activistes. On a un rapport sur le Brésil, l'Espagne, l'Italie et sur l'Europe. Et je vous en dirai un peu plus au fil de ma présentation. Donc, dans notre rapport mondial qui a été publié au mois de juin dernier, il y a 4 grandes conclusions à retenir. Évidemment, ça va choquer personne, mais la pandémie a vraiment mis un frein au progrès. Et c'est la première fois depuis qu'on publie ce rapport en 2015 que l'indice global, donc le score qu'on donne, a diminué. Donc, la moyenne a diminué. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les ODD vraiment peuvent éclairer la reprise post-crise et aider à définir les stratégies à long terme. Mais il y a vraiment un écart trop important encore entre les engagements, les paroles et les actions. Et ça, on le voit non seulement dans le cadre des ODD, mais évidemment dans le cadre de la COP. Vraiment, on met un point dans ce rapport sur l'importance de la solidarité et des partenariats qui sont absolument essentiels. Ceux qui n'avaient pas encore réalisé l'ampleur de, on va dire, l'interconnexion et la mondialisation, la manière dont cette pandémie a vraiment mis au même niveau tous les pays, arrêté, entre guillemets, la planète pendant quelques mois, surtout en 2020. Je pense qu'on comprend d'autant plus l'importance de ce type de partenariat et de solidarité. Et aussi vraiment le besoin urgent d'accroître l'aide aux pays en développement. Et la dernière conclusion clé de ce rapport, c'est que cette décennie d'action dont on a déjà entamé la 3e année, enfin on va commencer la 3e année de la décennie d'action, nécessite un système multilatéral très fort. Et il y a vraiment cette question des retombées négatives des pays développés qui sont à prendre en compte parce qu'on a un impact négatif et on empêche en fait d'autres pays à atteindre les ODD. Et j'en dirai plus, bien sûr. Donc très vite, pour vous donner un aperçu des niveaux d'atteinte dans le monde, donc ça c'est on définit en fait un score sur 100, donc 100 étant l'atteinte parfaite des ODD. Donc c'est la couleur au-dessus de 80, c'est la couleur bleue un peu plus foncée. Donc je pense que ça étonne personne que c'est principalement les pays européens, notamment les pays scandinaves, qui arrivent en haut du classement.
Mais c'est vrai que globalement, comme ce que j'avais dit, pour la première fois depuis qu'on publie ce rapport, le score, la moyenne mondiale a régressé. Ça, c'est sur l'Europe, un zoom sur l'impact de la pandémie sur les ODD. Et donc, les 6 objectifs qui ont été le plus impactés, je sais que c'est écrit tout petit, donc je vais vous dire, c'est l'ODD 8 sur le travail décent, ensuite l'ODD 1 sur la pauvreté, l'ODD 16 sur la paix, la justice et les institutions, l'ODD 11 sur les villes durables, l'ODD 4 sur l'éducation et l'ODD 7 sur l'énergie. Et donc ça, c'est entre 2020 et 2019. Donc ça, c'est vraiment sur une année. On peut vraiment chiffrer cet impact. Ça, c'est donc à l'échelle de l'Europe. Ça, c'est le tableau de bord européen. Donc, je vous ai dit qu'on publie donc non seulement l'édition globale du rapport, mais aussi un rapport européen. Et là, en fait, je vous montre en avant-première parce que ce rapport sera lancé le mois prochain. Donc, je ne peux pas vous dévoiler le classement, mais je peux vous montrer quelques conclusions, au moins à l'échelle des régions européennes. Je pense que ce qu'il faut retenir pour l'Union européenne, en tout cas, c'est que les principaux défis, c'est l'ODD 2, et ensuite, on va dire de 12 à 15. Donc, c'est la production, la consommation responsable, le climat, et les 2 ODD qui portent donc sur la vie, je ne sais plus comment on dit ça, sous l'eau ou sous la mer, voilà, aquatique, vie terrestre. En anglais, on dit life underwater, life on land dans les ODD. Qui a aussi énormément d'inégalités qui persistent, une progression globalement beaucoup trop lente, et l'impact de ce qu'on appelle les retombées internationales. Et je vais vous en dire plus sur cette problématique des retombées après. Où en est la France? Donc là, on revient au rapport mondial déjà publié. Donc ça, c'est la manière dont on présente les résultats pays par pays. Donc vous reconnaissez le petit sigle des ODD respectifs. Donc la couleur verte, c'est en gros l'ODD a déjà été atteint. Et on va en régressant. Donc le jaune, il reste pas mal de défis. Orange, c'est vraiment, il y a des défis importants. Et rouge, c'est on n'est pas du tout sur la bonne voie. Après, les petites flèches à côté, c'est une analyse des tendances. Donc, la petite flèche verte, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie pour atteindre cette ODD, jusqu'à la flèche rouge, bon, qui n'apparaît pas pour la France, mais la flèche jaune qui dit qu'il y a, on va dire, un progrès, mais qui reste trop faible. Je pense que ce qu'il faut, enfin, il y a plusieurs choses à dire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que je pense qu'on a eu beaucoup de réactions, par exemple, sur le fait que l'ODD 1 soit, entre guillemets, tout vert pour la France. Il faut retenir que dans ce rapport, c'est un rapport mondial. Donc, on compare aussi la France et le Tchad, par exemple. Donc, c'est vrai que quand on parle de pauvreté, on parle vraiment d'extrême pauvreté dans ce rapport. Et c'est ce qui est en fait, dans l'objectif 1. Si on regarde que la France ou si vous regardez dans quelques semaines les résultats du rapport européen, c'est vrai que les résultats sont moins brillants parce qu'on compare les pays européens entre eux et qu'on peut intégrer des mesures de pauvreté relative. Alors que là, c'est vraiment la mesure de pauvreté extrême, c'est moins de 1,90 $ par jour. Et c'est vrai que c'est problématique en Europe. C'est un défi moins important que les pays en voie de développement. Petite question en Oui, direct. bien sûr. Sur quels indicateurs sont calculés voilà, question en direct, sur quels indicateurs, quels chiffres, comment c'est agrégé, d'où ça vient, d'où vient la donnée en fait qui permet d'alimenter ces tableaux. Tout à fait. Donc, on a une centaine d'indicateurs qui sont tirés non seulement des indicateurs officiels définis par le système des Nations Unies pour mesurer ces différents objectifs, mais comme vous savez certainement, même si la liste des indicateurs est
très longue, il y en a 231. En fait, il y en a assez peu qui sont disponibles à l'échelle mondiale. Donc, en fait, nous, on a choisi quelques indicateurs qui sont disponibles à l'échelle mondiale et on a complété aussi avec des indicateurs qui sont issus de la recherche et d'autres experts. Vraiment en nous focalisant sur les dimensions clés de chaque objectif. Donc, par exemple, dans la liste, on va dire, entre guillemets, officielle onusienne des objectifs, des indicateurs, peut-être qu'il y aura 10 indicateurs, mais qui ne sont pas disponibles pour tous les pays. Donc, on s'est focalisé non seulement sur les indicateurs qui sont disponibles, pour les problématiques clés où il n'y a pas d'indicateurs, on va dire, onusien ou disponibles d'autres sources comme la Banque mondiale, etc. On est allé voir dans notre réseau d'experts, est-ce qu'il n'y a pas un centre de recherche qui mesure cet aspect de la pauvreté, du climat, etc. Par exemple, les indicateurs de santé sont beaucoup tirés d'un centre de recherche américain. Mais donc, c'est un mélange, on va dire, de données officielles et de données expertes. Mais qu'on a aussi essayé de distiller. On ne reprend pas les 231 aspects différents. Et ce qui est très important, c'est qu'on ne prend pas les données publiées directement par les pays. Parce que c'est un rapport où, par définition, on compare les pays entre eux. Et donc, il faut que les données soient comparables entre elles, que les définitions sous-jacentes soient les mêmes. Et donc, à chaque fois dans le rapport mondial, on prend souvent des sources comme différentes agences onusiennes, la Banque mondiale, l'OMS, entre autres. Voilà. Après, si vous êtes intéressé par le rapport européen, on travaille beaucoup directement d'ailleurs avec Eurostat et ce qui est très intéressant parce qu'on a du coup beaucoup plus de données à l'échelle européenne qu'on a parce que Eurostat peut-être a, je ne sais pas, 100, 200 indicateurs pour tous les pays juste sur la problématique santé. Et malheureusement, on n'a pas tout ça si on veut intégrer tous les pays du monde dans cette comparaison. Et c'est encore plus riche encore quand on descend à l'échelle pays, bien sûr, parce que là, on peut travailler directement avec les agences nationales statistiques. Je reviens juste très vite, donc du coup, sur les conclusions pour la France. Je pense que ce qui est important à retenir, c'est qu'on a, même si on est plutôt bien classé à l'échelle mondiale, je crois que c'est Anthony qui a dit qu'on avait quand même baissé, on est à la 8e place. Et que même à cette 8e place sur les à peu près 165 pays qu'on analyse dans notre rapport, on n'est qu'en passe d'atteindre 3 objectifs. C'est quand même très grave. Après, sur les externalités ou les retombées internationales, nous, on prend en compte 3 dimensions de ce qu'on appelle les externalités ou les retombées internationales négatives. Il y a l'aspect environnemental, il y a les retombées qui sont liées à l'économie, aux finances, à la gouvernance et les retombées de sécurité. Donc, c'est tout ce qui est vente d'armement, par exemple, mais aussi il y a les retombées positives aussi à chaque fois. Elles ne sont pas forcément négatives. Donc, on va comprendre dans les retombées de sécurité non seulement la vente d'armes, mais aussi, par exemple, l'envoi de casques bleus, par exemple. Et il se trouve que la France, sur les 165 pays qui sont classés, est 156e. Bien en deçà de toute l'Europe, bien en deçà de la moyenne de l'OCDE. Donc, parfois, on se félicite quand on regarde juste l'hexagone que finalement, on n'a pas tant d'émissions de CO2, que sur plein de points, on a une performance plutôt pas mal. C'est parce qu'en fait, on a tout délocalisé et que la France est quasiment le pire élève de la planète en termes de retombées négatives. Que l'impact de nos politiques et de notre consommation empêche à d'autres pays d'atteindre les ODD. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est donc une analyse par région. Donc, j'ai dit que parmi l'Europe et entre pays de l'OCDE, la France est quasiment le pire élève. Mais les autres pays européens ne sont pas loin derrière. Donc là, vous avez à gauche la performance moyenne, le score ODD moyen pour chaque région. Et de l'autre côté, pareil, le classement dans l'autre sens, donc des retombées
Et là, vous voyez en fait que c'est vraiment complémentaire. Donc, l'Union européenne, qui globalement a la meilleure performance ODD, a la pire performance en termes de retombées et d'externalités négatives. Et quand on va tout en bas du tableau, l'Afrique, qui peine vraiment à progresser, à avancer en termes d'atteinte des ODD, a évidemment le moins d'impact négatif sur le reste de la planète. Et je vais juste terminer en donnant un exemple concret. Ça, c'est un rapport qu'on a développé et publié avec la coopération allemande l'année dernière, où on a chiffré pour la première fois des retombées liées à une filière précise qui est le commerce textile, où on a vraiment analysé la consommation européenne de vêtements textiles et produits en cuir qui sont, comme vous le savez, très largement produits à l'étranger. Et on a chiffré les accidents de travail et de décès. Donc la consommation européenne est responsable de 350 accidents mortels par an dans le monde et 21 000 accidents non mortels. Quand je dis accident non mortel, c'est pas une égratignure, c'est souvent on perd une main, un doigt, on peut être handicapé à vie en raison de ces accidents. Et on est en train de développer d'autres rapports dans ce sens, vraiment pour plus chiffrer et comprendre ces externalités négatives et l'impact qu'on a dans le monde. Il y a une Il y a question une question directe. directe. C'est intéressant d'y répondre tout de suite. Comment sont calculées les retombées indirectes? Ça, c'est vraiment un travail d'experts. On travaille, donc on a des experts au sein du SDSN, mais aussi avec des chercheurs universitaires qui ont développé toute une méthodologie vraiment pour chiffrer ça. C'est vraiment très complexe et je ne pourrais pas donner les détails parce que ce n'est pas mon champ d'expertise, mais je vous invite tout simplement à prendre connaissance du rapport et je pense qu'ils vont expliquer plus en détail comment est-ce qu'ils ont réussi à chiffrer de manière très précise tout ça. Et comme j'ai dit tout à l'heure, donc on a l'édition 2021 du rapport européen qui sera lancée le 14 décembre. Je tiens aussi à remercier le CGDD qui a soutenu la création du rapport cette année dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne qui va arriver dès janvier. On a prévu normalement une série d'événements aussi autour de ça après le lancement sur différentes thématiques. Le lancement sera un webinaire. Si vous êtes intéressé à participer, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous mettrai sur la liste d'invitations. Et comme ça, vous saurez le classement de la France à l'échelle européenne. Et ça permet aussi, je crois, une comparaison un peu plus détaillée, un peu plus raffinée que celle à l'échelle mondiale. Voilà. Je vous remercie. Je vous ai mis les liens aussi vers notre site web, donc du SDSN. Vous pouvez prendre connaissance, si ça vous intéresse, du programme réseau, du SDG Academy et le lien pour toutes nos publications, que ce soit à l'échelle pays, région ou mondiale, c'est sdgindex.org. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce tableau sans concession et terriblement d'actualité dans la mesure où ce que tu as dit sur les retombées négatives, c'est aussi, ça a été dans les débats de la COP26 avec l'égoïsme des pays riches. On ne pollue pas, mais on délocalise tout ce qui est émissions carbone, etc. Donc oui, c'est d'une cruelle actualité. Et donc ce que tu dis, c'est qu'il ne faut pas avoir que l'index en tant que tel, voilà, avec le classement. Il faut regarder aussi les retombées négatives, et même les pays scandinaves ne sont pas bons sur les retombées négatives, donc c'est extrêmement important. La France a été citée, et donc c'est l'occasion de donner la parole à Mme Rebecca Akrich, adjointe au chef de la délégation au développement durable, justement pour faire un petit peu on va dire
un point sur l'action de la France par rapport aux ODD. Comme l'a dit Nils tout à l'heure, le CGDD, vous êtes un peu la cheville ouvrière du déploiement des ODD en France. Voilà, vous faites ça depuis 2016, hein, voilà, au sein du CGDD. Et donc, vous avez développé une feuille de route. On a conscience, on vous remercie parce que vous portez le flambeau des ODD au sein de l'ensemble des administrations. Et donc, je vais vous laisser la parole pour dire, faire un point sur ce qu'on appelle la feuille de route ODD, qui est peut-être un peu feuille de route française de la France autour des ODD, la méthode, les origines et le fait que voilà, qu'elle a été lancée, que c'est un agenda, les principaux axes de la feuille de route, et aussi le fait que l'administration française se met à l'heure des ODD. Il y a on voit des correspondants ODD dans pas mal de ministères. Donc, encore une fois, je remercie Madame Acriche pour sa présence. Et puis, je vous laisse la parole. Bonjour, alors merci de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Je me présente donc Rebecca Acriche, adjointe au chef de la délégation au développement durable que nombre d'entre vous connaissent, Martin Botsmeyer. L'exercice d'aujourd'hui n'est pas facile, hein, je vous l'ai expliqué et je vais expliquer un peu à tout le monde puisqu'on est, vous le savez, en période préélectorale et donc nous sommes en période de réserve. Donc l'exercice que je vais faire aujourd'hui n'est peut-être pas exactement le même que celui que j'aurais pu faire hors période de réserve puisque nous sommes tenus de ne pas présenter de bilan et de ne pas forcément commenter l'action publique. Donc, j'ai accepté de faire l'exercice, mais c'est vrai que ça va peut-être être un peu frustrant puisque je ne pourrai pas rebondir de la même façon que certains des intervenants ce matin, mais j'ai quand même fait un panorama de présentation parce que c'est important de présenter qui nous sommes, ce que nous faisons, la feuille de route et puis un certain nombre quand même d'actions qui sont conduites par les pouvoirs publics. Alors, peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc le CGDD, Commissariat Général au Développement Durable, c'est une instance du ministère de la Transition écologique qui alimente à travers de la production de données et de connaissances l'action du ministère. C'est 450 agents, 6 services, un service qui s'occupe des questions de recherche, un service qui s'occupe des questions de statistiques, d'études, un service plus axé sur les entreprises et l'économie verte et solidaire, une fonction support qu'on appelle donc SDAG et un service qui fait de la communication et valorisation et notamment qui a ouvert un site tout récent qui s'appelle notre-environnement.gouv.fr, notre-environnement.gouv.fr. Et donc nous, délégation au développement durable, nous appartenons donc au CGDD avec une petite particularité par rapport à nos collègues des autres services, c'est que notre commissaire en fait général au développement durable est également délégué interministériel au développement durable. Donc, nous avons au sein de la DDD une ouverture vers les autres ministères et vers les autres politiques publiques et c'est ce qui nous caractérise. Nous sommes 33 agents répartis dans 2 départements. Un département qui suit plus les questions territoriales et les liens avec les collectivités, ainsi que la participation des acteurs, et un département plus axé sur la transformation pour les objectifs de développement durable. Et donc, nous avons un certain nombre de missions, coordonner les choix stratégiques, bien sûr, du ministère de la Transition écologique en référence aux ODD, mais également assurer la prise en compte de ces ODD dans les autres politiques ministérielles, l'accompagnement des acteurs et donc le travail avec vous, tous les acteurs de la société civile, les acteurs associatifs, les entreprises, enfin l'ensemble des acteurs mobilisés, contribuer donc à l'engagement des collectivités dans la transition écologique et solidaire et puis promouvoir la participation citoyenne et le dialogue environnemental puisque nous sommes également en charge du secrétariat du Conseil national de la transition écologique au nom du ministère de la Transition écologique. Donc, j'avais prévu dans ma présentation, je ne savais pas exactement le niveau de connaissance, mais je vais peut-être passer assez rapidement sur cette première partie donc, de présentation de l'agenda 2030. Donc, ça a été déjà dit, voilà, les 17 objectifs, le fait que l'agenda 2030 a une approche universelle, transversale, que tous les pays sont en voie de développement durable et donc suppression de ces références, l'opposition nord-sud,
l'agenda axé sur aucun pays n'atteint toutes les cibles, mais tous doivent concourir, même s'ils n'ont pas les mêmes chemins à parcourir, mais si on l'a vu précédemment, doivent concourir donc à l'atteinte de ces objectifs. Une politique qui repose sur les 5 P pour les populations, pour la planète, pour la prospérité, pour la paix, pour les partenariats. Et donc, c'est le socle de notre réflexion et du travail qui a été conduit pour la feuille de route. Voilà, j'avais juste mis une petite diapo pour dire qu'il ne fallait pas s'arrêter à la superficialité des 17 petites vignettes et bien lire l'intégralité de ce que contient chaque ODD. Parce que si on prend par exemple celui que j'ai mis, donc la fin zéro, parfois, quand on discute avec certains acteurs, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des incompréhensions. Certains vont nous dire c'est que pour le caritatif, l'associatif. Non, l'objectif 2, c'est éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Ça concerne toute la chaîne alimentaire et ça concerne tous les acteurs. Donc, c'est vraiment important et je voulais le souligner pour ceux qui ne sont pas forcément familiers de ces objectifs de développement durable. Il faut vraiment prendre la peine de lire l'ensemble de ce que contient ces ODD et de ne pas s'en tenir aux intitulés raccourcis que j'ai pu présenter dans la diapo précédente. Très rapidement, donc 17 objectifs, 169 cibles, 244 indicateurs et 10 ans pour aboutir, 10 ans en 2020 pour aboutir. Il nous reste 8 ans aujourd'hui pour aboutir. Je vais rentrer peut-être un peu plus précisément dans le détail donc, de la fameuse feuille de route pour la France. Alors, je tiens déjà là à dire que c'est une feuille de route de la France pour l'agenda 2030 et que ce n'est pas une feuille de route gouvernementale. C'est très important de faire cette nuance parce que c'est vraiment un objet collectif. Quelques éléments historiques pour recontextualiser et mettre en parallèle ce qui s'est passé au niveau international et ce qui s'est passé au niveau national. Donc, l'agenda 2030 et la fusion de l'agenda de développement et des réflexions des différents sommets de la Terre qui avait commencé en 72 à Stockholm avec Rio 92 qui pose quand même progressivement la prise en compte de la préservation de l'environnement, mais progressivement la recherche d'un développement durable et qui aboutit à l'issue des réflexions de Rio plus 20 à la nécessité d'élaborer des objectifs de développement durable transversaux et partagés, 3 ans de travaux qui aboutissent à l'agenda 2030 en 2015 et qui posent donc les 17 ODD. En parallèle, la France s'était déjà dotée dans les années 2000 d'un cadre interministériel, mais qui était un cadre interministériel pour l'action de l'État. Progressivement, on va avancer vers des stratégies nationales de développement durable qui vont progressivement intégrer tous les acteurs. Et comme la réflexion s'est conduite au niveau international, on va aboutir entre 2015 et 2020 à un nouvel outil, donc, qui est la feuille de route pour l'agenda 2030. Elle a été présentée le 20 septembre 2019 à l'occasion du 4e anniversaire de l'adoption de la résolution de l'ONU pour l'agenda 2030. Et elle a comme caractéristique d'avoir été élaborée, elle a été présentée en 2019, mais les travaux avaient débuté beaucoup plus tôt. Dès 2016, les ateliers ont été organisés, la communauté des ODD et l'ensemble des acteurs ont été mobilisés pour réfléchir à l'élaboration de cette feuille de route. Donc, il y avait déjà eu un certain nombre de foisonnements, de réflexions, d'échanges, et les travaux ont été organisés à partir de 2018 avec l'originalité d'un processus itératif et d'amélioration, de mobilisation, d'impulsion d'une dynamique d'engagement qui a permis de contribuer à un document feuille de route et d'auto-alimenter des travaux qui avaient donc démarré en 2016. Et quand les travaux ont été officiellement lancés le 26 avril 2018 sous l'égide d'un comité de pilotage de haut niveau, il y avait déjà de nombreuses réflexions qui ont été structurées et élaborées donc courant 2018 et courant 2019 et qui ont permis d'aboutir à une feuille de route adoptée donc collectivement le 20 septembre 2019. Cette feuille de route, alors la France a fait le choix en fait à partir des 17 objectifs de se pencher sur 6 priorités stratégiques qu'on a représentées donc sous la forme de cette roue.
Une première priorité qui concerne donc la justice sociale, agir pour une transition juste en luttant contre toutes les discriminations et inégalités et en garantissant les mêmes droits, opportunités et libertés à toutes et tous. Donc ce premier enjeu qui a été donc élaboré et partagé par l'ensemble des acteurs, je tiens vraiment à le souligner puisque l'ensemble des acteurs et parties prenantes ont adhéré pour aller dans le sens de ces 6 priorités. Donc, cette première priorité visait à ne laisser personne sur le côté, lutter contre les inégalités et se traduit par un certain nombre d'actions opérationnelles que peuvent être donc, le soutien à l'économie sociale et solidaire, l'évaluation des effets de la pauvreté dans l'intégration en fait de l'évaluation des effets de la pauvreté dans chaque projet de réforme, tendre vers la zéro pauvreté, garantir l'accès de 100% d'accès aux droits fondamentaux. Donc, c'est le premier enjeu partagé. Un second enjeu concerne donc la transformation des modèles de société pour la sobriété carbone et l'économie des ressources naturelles pour agir en faveur du climat, de la planète et de sa biodiversité. Donc, un second enjeu axé sur la sobriété carbone et des modèles de consommation et de production plus sobres. C'est très concrètement des actions de réduction, de tendre vers 40% de réduction des gaz à effet de serre, le recyclage des matières plastiques, tendre vers le 100%, tendre vers la zéro artificialisation des terres agricoles, et puis toutes les actions pour produire de manière plus durable. Le troisième enjeu portait spécifiquement sur les questions d'éducation et d'apprentissage pour changer les comportements et s'appuyer donc sur l'éducation et la formation tout au long de la vie, et ça c'est extrêmement important de l'avoir en tête, pour permettre une évolution des comportements et modes de vie adaptés à un mode à construire et pour répondre aux défis de développement durable. Donc ça c'est le troisième axe. Il s'est traduit, mais je reviendrai un peu plus tard dessus, par un certain nombre d'actions, bien évidemment, à destination de la communauté éducative, la formation des enseignants, l'intégration et la généralisation de l'éducation au développement durable, mais pas que, l'intégration des objectifs de développement durable au SNU, Service national universel, ou encore la lutte contre le décrochage scolaire, ou la promotion tout simplement des questions de développement durable dans la formation continue ou dans l'enseignement supérieur. Le quatrième enjeu s'appelle donc agir pour la santé et le bien-être de toutes et tous, notamment via une alimentation et une agriculture saine et durable. C'est l'enjeu qui porte sur l'accès aux soins, les enjeux de santé-environnement et d'alimentation et d'agriculture durable. Très concrètement, il porte des objectifs que vont être donc la couverture universelle, la promotion du développement des produits de qualité et bio et la promotion de la production agricole durable en réduisant les intrants chimiques ou les intrants fossiles au maximum. Le cinquième enjeu porte sur le volet territorial, donc c'est rendre effective la participation citoyenne à l'atteinte des ODD, concrétiser la transformation des pratiques à travers le renforcement de l'expérimentation et l'innovation territoriale, c'est la mise en œuvre territoriale, c'est l'expérimentation, c'est l'innovation, c'est également la participation. Et c'est un des axes donc, sur lequel travaillent nos collègues donc, du département des territoires en lien avec les collectivités. C'est les collectivités qui portent ce volet-là. Le sixième enjeu, c'est le volet international et c'est l'œuvrer au plan européen et international en faveur de la transmission durable des sociétés, de la paix et de la solidarité. C'est rénover la politique de développement et de solidarité internationale, mais je vais en reparler un peu plus tard. Alors, dans cette organisation, qui fait quoi ? L'impulsion gouvernementale, on l'a dit, elle est soutenue par le MTE au sein du CGDD et plus particulièrement de la délégation au développement durable et par le biais de son délégué interministériel au développement durable, M. Thomas Le Sieur, qui est donc chargé de la coordination et de la mise en œuvre, et puis le ministère des Affaires étrangères, des Affaires européennes et des Affaires étrangères pour tout ce qui est le volet international. Pour ce faire, la DDD et le délégué s'appuient sur des pilotes ministériels, puisque dans chaque ministère, nous avons des correspondants aux fonctionnaires au développement durable avec lesquels nous travaillons et nous sommes en étroite relation, donc un réseau d'acteurs.
Mais nous nous appuyons aussi sur la mobilisation des acteurs de la communauté des ODD. Comme je l'ai dit, cette feuille de route n'a pas été élaborée uniquement par les pouvoirs publics, mais bien avec l'ensemble des acteurs de la société civile, les acteurs associatifs, les représentants des entreprises, les représentants des collectivités. Donc, c'est vraiment une mobilisation des acteurs et nous remercions la communauté sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour faire tous ces travaux. Et puis, c'est également l'appui sur l'INSEE pour les données, mais je vais y revenir, et le Conseil national de l'information et de la statistique, qui est l'instance qui a travaillé sur le choix des indicateurs. La nouveauté par rapport à cette feuille de route, c'est que le choix a été fait d'une gouvernance renouvelée et d'un engagement collectif des acteurs, et nous avons souhaité donc le représenter de manière schématique par ce schéma qui montre que l'État n'est pas au centre et n'est pas l'acteur qui, certes, nous coordonnons l'action, mais nous ne sommes pas seuls. Et l'État est un acteur comme parmi d'autres, mais nous nous appuyons sur l'ensemble des parties prenantes, les parlementaires, les collectivités, le réseau des ONG, de la société civile, des associatifs, les entreprises, mais également les syndicats et également la recherche, l'enseignement supérieur ou encore le pôle éducation et la jeunesse, qui sont donc des leviers importants. Vous l'avez dit en début, nous appelons vraiment à mobiliser la jeunesse et à la sensibiliser à ces questions-là, parce que c'est les acteurs de demain, c'est les acteurs de 2030 qui sont aujourd'hui à l'école ou qui sont aujourd'hui en devenir. Rapidement, donc au niveau, nous en avons parlé précédemment, mais donc 244 indicateurs de suivi auxquels la France contribue à travers son institut de la statistique. Le choix pour la feuille de route de ne retenir par contre que 98 indicateurs. Donc nous fournissons des indicateurs sur tous les volets comme nous nous sommes engagés vis-à-vis de l'ONU, mais la France a fait le choix de ne retenir que 98 indicateurs, dont les 10 nouveaux indicateurs de richesse développés depuis 2015. Et puis, nouveauté depuis cet été, la loi, mais je vais y revenir aussi sur cette loi du 4 août 2021, prévoit que le rapport des nouveaux indicateurs de richesse doit être élaboré sur la base d'indicateurs cohérents avec les indicateurs de suivi des 17 objectifs de développement durable. Alors, que s'est-il passé depuis 2019 et depuis l'adoption de cette feuille de route? Alors, en 2020 devait être l'année, voilà, il reste 10 ans pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Et puis, nous l'avons dit précédemment déjà, la crise sanitaire au Covid-19 est arrivée de manière impromptue et a mis en exergue un certain nombre de choses, a mis en exergue l'enjeu incontournable du One Health, une seule santé, et le fait qu'il fallait prendre ces éléments-là en compte peut-être davantage que ça ne l'avait été. Des impacts de cette crise, nous l'avons dit précédemment, des impacts économiques et sociaux colossaux. Et la mise en place en urgence d'un plan de relance en septembre 2020, un plan de relance qui consacre un tiers de son budget aux questions environnementales, que ce soit sur les investissements, la rénovation énergétique, des investissements pour réduire l'usage des intrants, des investissements donc dans divers domaines consacrés à un tiers à l'environnement. Également le pacte vert pour l'Europe, pacte vert qui avait été présenté en décembre 2019, mais qui sera adopté définitivement en juin 2021. Et c'est un pacte vert, donc c'est la feuille de route environnementale de la Commission, et qui vise donc à une Europe climatiquement neutre à horizon 2050. Mais c'est vraiment une grande avancée qui permet d'avoir un outil commun européen pour avancer sur ces sujets-là. Également cet été, l'adoption de 2 lois. La loi du 4 août 2021 sur la programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Loi dont j'ai parlé donc dans la diapo précédente, qui prévoit l'harmonisation, en tout cas la mise en cohérence des nouveaux indicateurs de richesse avec les indicateurs des 17 objectifs de développement durable, et qui prévoit aussi l'obligation pour les collectivités de faire évoluer leur rapport de développement durable pour se référer aux ODD et à l'agenda 2030. Donc ça, c'est vraiment une avancée importante. La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et en particulier l'article 35 qui prévoit que la commande publique participe
à l'atteinte des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale. Et je reviendrai un peu plus tard sur cette implication en termes de commande publique. Également en 2021, en septembre, nous l'avons tous en tête, hein, l'UICN, le Congrès mondial de la nature à Marseille, début septembre. Et puis, au niveau du CGDD, la poursuite de la mobilisation en lien étroit avec la communauté des ODD, en septembre 2020 et en septembre 2021, les anniversaires de l'agenda 2030 et l'occasion de faire des événements et de mettre en exergue un certain nombre d'actions ou un certain nombre d'outils, et notamment, nous avons conduit un travail d'analyse enjeu par enjeu au sein de la DDD durant l'été, de la mise en place de ces objectifs donc, de développement durable et de la feuille de route. Et une première version a été présentée le 22 septembre. Je vous invite à la consulter sur notre site si vous voulez en savoir plus. Alors, les actions et la mobilisation de l'État, je vais faire quelques focus sur des actions qui ne sont pas forcément connues, mais qui représentent des avancées. Le service public éco-responsable, qui est dans la poursuite d'actions déjà initiées il y a quelques années, mais avec une circulaire Premier ministre qui date de février 2020, qui s'applique à tous les services de l'État, donc ministères, préfectures, établissements et opérateurs publics. Et cette circulaire touche 2,4 millions d'agents dans les services. Donc c'est une force de frappe. C'est 20 mesures qui vont toucher 6 secteurs. Donc, ça va couvrir des actions de mobilité durable, mais ce sera la mobilité durable des agents, mais également le parc automobile et le renouvellement du parc automobile pour tendre vers l'électrique, les achats responsables, la promotion de l'alimentation durable ou encore la suppression des produits phytopharmaceutiques et la promotion de l'économie circulaire ou la diminution de l'empreinte carbone. Donc, vraiment une action de l'État pour s'appliquer à soi-même ce qui est promu vis-à-vis des autres acteurs. Donc, nous sommes dans la deuxième année de mise en œuvre. Nous sommes en train de consolider le bilan et nous pouvons déjà dire qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont atteintes et nous réfléchissons déjà à la poursuite et à la montée en exigence par rapport à ces services publics éco-responsables pour être... voilà, c'est du progressif, c'est de l'amélioration continue, mais c'est vraiment important que les services de l'État s'appliquent à eux-mêmes ces actions pour mettre en œuvre à l'intérieur de ces services ces objectifs de développement durable. C'est également au niveau des services de l'État la promotion de l'égalité hommes-femmes et des actions très concrètes avec un certain nombre d'actions concrètes pour promouvoir cette égalité hommes-femmes, et nous l'avons vu, des résultats qui commencent à porter leurs fruits sur ce domaine-là. Une autre action que je voulais mettre en avant, qui est portée par le CGDD, c'est le Club de développement durable des établissements publics et entreprises publiques. Ce club a été créé en 2006. Il réunit aujourd'hui 129 membres et je vous ai mis en fait la cartographie pour que vous voyez que c'est des membres dans des domaines très divers avec certains opérateurs quand même d'ampleur, de taille importante, le Louvre, la SNCF, le CNRS, la Poste, l'IGN, l'ADEME, enfin je ne vais pas tous les citer, vous les avez sur la carte, mais c'est donc un nombre d'acteurs, donc 129 acteurs de tailles différentes, mais avec certains donc une force de frappe importante. Et le principe, c'est une démarche volontaire portée par un dirigeant qui implique tous les salariés. Et ce club, en fait, leur permet de devenir une communauté d'échange et de partage et de disposer d'outils et de ressources pour pouvoir aller le plus loin possible en termes de mise en place des objectifs de développement durable. Voilà. Et la dernière action dont je voulais vous parler, c'était l'action des services de l'État en direction des questions éducatives, avec notamment les actions d'éducation au développement durable portées par l'Éducation nationale, qui a souhaité donc renforcer au travers d'une circulaire qui a été produite l'an dernier, l'éducation au développement durable autour de 7 piliers, dont l'agenda 2030, et la mise à disposition d'un vademecum pour les enseignants qui portent donc cette éducation au développement durable.
un accord cadre qui a été signé entre le MTE et le ministère de l'Éducation nationale pour que nous puissions donc travailler main dans la main et donc notamment mobiliser toute la ressource dont dispose le ministère au travers de ses établissements publics pour mettre à disposition des ressources et des contenus à disposition de la communauté éducative. Également, une mobilisation là, sous le pilotage de l'AFD pour l'éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale et la production d'un document programmatique en 2020 justement pour ces actions d'éducation à la citoyenneté et la solidarité. Et puis, bien évidemment, le soutien apporté par le MTE au travers du CGDD à tous les acteurs associatifs qui promeuvent l'éducation au développement durable parce que, comme on l'a dit avant et comme je le disais avant, c'est vers la jeunesse qu'il faut que nous mettions aussi des moyens pour vraiment sensibiliser notre jeunesse. Alors, elle est déjà sensibilisée, mais répondre à ses attentes et ses besoins. Je n'ai pas mis sur cette diapo, mais il y a eu également toute une mobilisation au travers des groupes de travail coordonnés par Jean Jouzel pour l'intégration des questions de développement durable et de changement climatique dans les programmes de l'enseignement supérieur. Ces travaux sont en cours et un rapport va être remis prochainement pour voir comment intégrer ces questions-là dans les programmes scolaires. Et puis des réflexions aussi en cours sur l'intégration dans la formation continue. Et ça, c'est également une réflexion qu'on a au niveau des services publics, l'intégration du développement durable dans la formation continue des agents. Nous constatons qu'il y a une forte demande et de fortes attentes et nous travaillons pour répondre à cette attente et à ces besoins parce que c'est vraiment ces leviers-là qui vont faire changer les comportements et auxquels on croit énormément pour avancer. Pour finir, je dirais, nous l'avons vu, alors les avancées sont progressives, il reste encore du chemin pour les 8 ans à venir, ça a été dit. Il nous faut donc poursuivre collectivement les efforts et les entreprises sont un acteur sur lequel nous comptons énormément et je crois qu'il y a un exemple qui va être donné juste après mon intervention pour montrer comment les entreprises peuvent s'emparer des ODD et agir. Je dirais simplement que je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute et je vous invite à découvrir, si vous ne les connaissez pas déjà, notre site, le site Agenda 2030, qui a la particularité d'être un site partagé, hein, c'est un site collectif. C'est le CGDD qui met à disposition, mais c'est bien évidemment un site qui est alimenté par des contenus de tous les partenaires de la communauté. Je vous invite également à découvrir le compte Twitter Agenda 2030 FR et à vous inscrire à la lettre d'information Odyssée si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous ai laissé notre contact mail si vous souhaitez donc nous contacter sur tous ces sujets-là. Je vous remercie pour votre attention et je m'excuse par avance, je devrais vous quitter à 11h30 pour rejoindre une autre réunion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rebecca. Alors, justement, avant que vous partiez à 11h30, j'ai déjà une question d'un de nos auditeurs qui dit qu'il est très surpris par l'objectif moins 50% CO2 alors que le bilan carbone moyen d'un Français est de 10 tonnes par an et que l'objectif est de 2 tonnes par an d'après nos gestes climat. Comment vous expliquez en fait cet objectif de moins 50% de CO2? Alors ça, c'est... Alors, pardon, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais j'ai rejoint le CGDD en juin et je n'ai pas, en juin 2021, donc malheureusement, je n'ai pas participé à l'historique. Et donc, l'objectif de moins 40%, je ne peux pas vous répondre. Enfin, je pourrais me renseigner hein, et vous apporter les éléments de réponse. Mais honnêtement, je ne sais pas comment il a été fixé. C'est vrai que je l'ai retrouvé. Alors, c'était moins 40, hein, pas moins 50. Mais je vais laisser cet intervenant sur sa fin parce que je ne sais pas comment il a été élaboré et conçu. Peut-être certains d'entre vous, peut-être vous avez des éléments de réponse si vous avez assisté aux discussions à cette époque-là, mais je ne pourrai pas répondre précisément à cette question-là. Désolée. Ah, on peut apparemment, Eve du SDSN a justement peut-être une réponse en la matière. Merci. Merci. C'est collaboratif, on le voit. C'est collaboratif. Tellement collaboratif qu'on nous demande votre présentation. Est-ce que ce sera possible? Oui. Voilà, ok, merci.
Juste, c'est bon. Pour l'origine de l'objectif de moins 40, hein, c'est pas moins 50, c'est moins 40, en fait, ça a été fixé par l'exécutif il y a 2 ans. Et c'était en fait l'objectif qui a été fixé pour la Convention citoyenne pour le climat, mais qui s'avère, comme vous le dites très justement, totalement insuffisant. Et d'ailleurs, à l'échelle de l'Union européenne, l'objectif est de moins 55%. Ensuite, entre des objectifs qui sont fixés à l'échelle de la communauté européenne ou à l'échelle nationale, il faut bien déconstruire un peu ces chiffres qui sont finalement assez symboliques et comprendre ce que ça veut dire en matière d'émissions, de consommation, d'agriculture, de déforestation, etc. Et c'est d'ailleurs tout le principalement par le biais comme le chiffre à la base n'est pas particulièrement scientifique et même l'objectif européen qui a été adopté au début de l'année de moins 55 est largement insuffisant aussi. Je pense que les calculs à l'échelle européenne exigent une baisse de moins 65% d'émissions minimum. Et ça ne prend pas en compte les émissions. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte en termes de politique. Voilà. Alors, Merci alors, beaucoup, merci beaucoup Eve, pour cette réponse. Juste un point sur nous-mêmes, Global Compact, on a participé à la feuille de route, on a co-rapporté le groupe du secteur, secteur privé donc pendant quelques mois. Donc voilà, donc c'était construction 2018-2019. Voilà, donc c'était pour dire que c'était. Et voilà, Eve aussi était également. Voilà, c'est une communauté ODD, et ce qui est aussi important pour nous, c'est d'élargir la communauté. C'est pas un truc d'happy few, hein. Les ODD, ça concerne tout le monde, et la feuille de route française est là pour le démontrer avec les différents liens avec l'administration et les différents plans. Je vais laisser la. Un point d'actu, le Global Compact relance France, hein, ses actions autour de l'environnement, climat, biodiversité. Donc ça, c'est aussi un point important. Le Global Compact est évidemment très présent au moment de l'accord de Paris. On a un tout petit peu mis en sourdine ce sujet-là parce que ça nous paraissait moins criant, puis les ODD sont aussi arrivés. Mais c'est un sujet, donc Florian Burel porte question environnement, climat, biodiversité. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à consulter aussi des informations, y compris sur SBTI. Donc, il me reste à laisser la parole justement à une entreprise, justement par rapport à ces ODD, une entreprise qui s'est engagée dès 2016 par rapport aux ODD, qui était présente à notre AG 2016, qui avait la thématique des ODD, donc c'était en juin 2016, donc où il y avait Monsieur Jean-Paul Agon, et donc j'ai invité Maxime Bellingry, qui est manager droits humains, et qui fait partie de l'équipe de développement durable de L'Oréal, donc d'Alexandra Palt, pour justement parler de l'action concrète de L'Oréal en matière d'ODD et comment, grâce notamment à des programmes concrets autour des droits humains, vous allez essayez de toucher les ODD. Je rappelle, selon les Nations Unies, 90% en fait, des ODD, de l'atteinte des ODD, sont liés à des traités de droits humains. Donc ça, c'est peu connu, mais effectivement, c'est important. Et aussi le fait que L'Oréal ne fait pas, en fait, ne saucissonne pas. Il y a un vrai lien entre les ODD, on va dire, développement droits humains, et les ODD environnementaux. Et je ne vais pas parler de la thématique femmes et changement climatique que vous avez abordé. Donc Maxime, je te laisse la parole, et je te remercie encore de ta présence. Super, merci beaucoup Anthony. J'espère que ça. Oui. Voilà. C'est les petites. On est tous dans la même salle, là, donc il y a
j'ai des petites interférences parfois. Merci pour l'invitation, hein, c'est toujours un plaisir de venir partager. Donc après ces présentations sur les différents sujets ODD, comme Anthony l'a indiqué, donc moi je travaille en tant que responsable droits humains au sein du groupe L'Oréal. Et nous, l'idée était ici de venir partager un projet un petit peu concret et très opérationnel des droits humains de L'Oréal à travers des engagements, mais qui touche tout un tas d'ODD différents. Et c'est ça l'intérêt un peu de montrer un peu les interactions entre ces droits humains, le changement climatique et les ODD. Enfin, voilà, un petit peu, et la protection de l'environnement, bien sûr, pas que le changement climatique, et de voir un peu comment tout ça interagit à travers le salaire décent. Et s'il y a des questions dans la salle, on pourra évidemment parler d'autres sujets. Donc pour commencer, et c'est pour faire le lien avec les présentations précédentes, le salaire décent touche à plusieurs, à 8 SDG au moins. Moi, je pense que ça en touche même plus, mais bon, ça, c'est un chiffre. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment L'Oréal a pris cet engagement, pourquoi nous l'avons pris, et comment ça se traduit concrètement, et les impacts que ça peut avoir derrière. Voilà, donc là, un petit peu pour revenir sur le contexte, et je pense que ça répond bien à ce que Eve disait tout à l'heure sur le contexte Covid, l'augmentation de la pauvreté. Et bon, alors, on va pas détailler tous ces chiffres, mais c'est quand même pas inintéressant de l'avoir en contexte. C'est pour la première fois depuis une génération, la pauvreté dans le monde augmente. C'est-à-dire qu'on était sur une trajectoire qui baissait depuis plus de 20 ans, et c'est la première fois qu'elle augmente. Donc, c'est pas anodin en termes d'impact sur les personnes et les droits humains qui en découlent évidemment. Les inégalités sont en augmentation. C'est le deuxième petit tableau. Alors, pas rentrer dans les détails, c'est les différentes régions dans le monde, mais vous voyez que globalement, il y a une tendance à la hausse. Et à droite, le dernier schéma, pareil, je ne vais pas le détailler, mais qui montre que la pauvreté touche davantage les jeunes et les femmes, enfin les touche de façon disproportionnée par rapport à la totalité de la population. Donc, on va dire un impact discriminatoire très clair. Donc ça, c'est un petit peu le contexte dans lequel se situe notre engagement sur le living wage, ou le salaire décent. Et donc, ça c'est bien, mais qu'est-ce qu'un salaire décent? Donc, un salaire décent, c'est le concept, en tout cas tel que L'Oréal l'entend, c'est un salaire qui vise à couvrir les besoins fondamentaux des travailleurs et de sa famille. Et ça, c'est très important de le savoir, c'est que ça inclut la famille. Et les besoins fondamentaux sont définis par 8 critères qui couvrent notamment le logement, l'éducation, l'accès à la santé, le transport, les vêtements et autres. Et l'idée de ce salaire, c'est que c'est un salaire qui permet un niveau de vie qui est basique mais décent. Donc, c'est pas du luxe, mais c'est quand même être décent. Et qui permet à la personne concernée de vivre au-dessus du niveau de pauvreté. Donc, qui sort la personne de la pauvreté. Et je ne l'ai pas dit juste avant, je crois, c'est un chiffre de l'OIT, que 1 travailleur sur 5 dans le monde gagne moins de 3,2 $ par jour. C'est-à-dire que 20% des travailleurs dans le monde sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc, on va dire de proportion de la population active. Donc, par rapport à un salaire minimum, parce que vous allez peut-être me dire, mais on a déjà le SMIC ou le salaire minimum dans diverses régions. Très souvent, le salaire minimum est bien en deçà de ce qui serait nécessaire pour avoir un salaire décent. Là, j'ai mis quelques exemples très concrets sur des aspects du salaire du living wage ou du salaire décent, en mettant en exergue la différence, par exemple, dans la nourriture ou la santé, ou dans beaucoup de pays, un salaire minimum ne permet que d'avoir accès à des antidouleurs où il est difficile de se nourrir correctement, soi et sa famille, et on va régulièrement sauter des repas pour pouvoir se payer des frais de santé, par exemple, où on a eu de la difficulté à payer une éducation de qualité à ses enfants, ou même une éducation tout court. Tandis
et de manière à permettre avec possibilité d'éducation supérieure. Donc ça, juste que vous montrer, et pour illustrer un petit peu le différentiel entre un minimum et un salaire décent. Évidemment, ça va varier d'une région à l'autre. On a la chance d'avoir un salaire minimum, le niveau salaire décent. Le salaire décent, c'est le petit lien que vous voyez. Le noir est et le salaire minimum. Et il y a une région dans le monde, l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Asie, les différentiels entre le salaire minimum national dans les différents pays qui y sont et le salaire, le living wage, le salaire décent, sont énormes. Ils peuvent, dans certains cas, même aller du simple au double. Et je vais l'illustrer avec deux petits exemples que j'ai pris, le Brésil et le Mexique. Et c'est juste pour illustrer mon propos. Au Mexique, on a par exemple un salaire minimum qui est à 3 600 pesos par mois, donc ça représente environ 154 €. On estime que pour vivre décemment au Mexique, il faudrait au minimum 349 € ou 8 335 pesos par mois. Donc vous voyez que le différentiel est assez important, c'est similaire au Brésil. Et encore une fois, une directe de ce différentiel pour les travailleurs au Mexique qui vivent en extrême ou en pauvreté extrême ou modérée. Et au Brésil, une situation similaire, je ne vais pas l'expliciter, mais l'idée que le différentiel et l'impact réel sur la vie d'une personne va être potentiellement énorme. Hop. Donc je passe. Donc ça, c'est un petit peu le contexte et qu'est-ce qu'un salaire décent et pourquoi c'est important. Et donc dans ce contexte, L'Oréal a décidé en 2020, donc juste avant le Covid, c'était en janvier, de prendre un engagement pour tous nos collaborateurs, les collaborateurs du groupe L'Oréal, donc 86 000 personnes dans le monde, de garantir un salaire décent calculé en ligne avec les meilleures pratiques pour la MSF. Donc ça, c'était en janvier. Et dans le cadre de la pandémie qui a commencé juste après, nous avons ajouté dans nos objectifs L'Oréal for the Future, qui sont notre programme de développement durable de L'Oréal d'ici à 2030. Nous nous sommes engagés à ce que 100% des travailleurs de nos fournisseurs stratégiques soient payés au moins un salaire décent d'ici 2030. Donc ça, c'est un engagement qui est vraiment découle. On l'a pris en avril, mai, je crois qu'on l'a annoncé en juin 2020, donc vraiment au milieu de la pandémie. Et juste pour que vous ayez une vision du volume que ça peut représenter, les fournisseurs stratégiques de L'Oréal représentent environ 70% de nos dépenses de notre spend achat. Donc c'est énorme, c'est un nombre de, je ne sais pas exactement combien de personnes ça concerne, mais c'est beaucoup de personnes dans notre chaîne de valeur. Et l'idée, évidemment, c'est une première étape, mais c'est d'entraîner l'écosystème économique de L'Oréal dans cet engagement qui est important et essentiel. Et de la même manière que le changement climatique, ce n'est pas L'Oréal tout seul qui va le résoudre, mais c'est en travaillant déjà sur nos propres émissions, mais aussi sur celles dans notre chaîne de valeur. On estime qu'on peut avoir le même impact d'un point de vue social et droits humains, par exemple, via ce salaire décent, en nous assurant que notre écosystème applique les mêmes engagements, les mêmes valeurs, et nous suivent dans cette trajectoire ou ce voyage, si je puis dire, pour assurer, pour lutter contre la pauvreté les travailleurs pauvres. Et vous pouvez évidemment comprendre de façon assez intuitive que ce type d'engagement, du fait des impacts que ça va avoir sur la pauvreté, va avoir des effets positifs sur le travail des enfants,
enfin, des effets positifs dans le sens d'une réduction, évidemment, du travail des enfants, puisque les parents auront les moyens d'offrir une éducation à leurs enfants. Ça peut avoir des effets positifs sur le travail forcé, en réduisant les conditions très mauvaises des travailleurs migrants dans certaines géographies, etc. Et donc, tous ces effets positifs vont se répercuter sur tout un tas d'ODD. Et c'est là où je pense que c'est intéressant de comprendre cette approche qui, pour nous, est vraiment holistique et va impacter l'ensemble des ODD, c'est qu'ils s'influencent les uns les autres. Et un projet concret comme celui que je viens de vous montrer va avoir des effets positifs sur d'autres ODD. Et idem pour le changement, enfin d'autres engagements de L'Oréal. Et je vais juste en donner un exemple concret. Alors, j'ai pas de slide là-dessus, mais je vais en parler à l'oral sur les impacts entre l'environnement et les droits humains. Et par exemple, sur le recyclage et le plastique recyclé, qui est un exemple qu'on prend très souvent et on parle beaucoup de l'économie circulaire, de l'importance de réduire le plastique, etc., et de le recycler. Et malheureusement, dans beaucoup de pays, les filières de collecte, pardon, c'est un anglicisme, de collecte des ordures et notamment du plastique sont mauvaises ou même inexistantes et se construisent souvent des réseaux informels de collecte de ce type de déchets dans lequel alors c'est très bien d'un point de vue environnement, puisqu'on va aller dans de la collecte de déchets, dans du recyclage, et on va permettre de réduire l'utilisation de plastique. Mais ça va avoir un effet négatif dans certains cas, puisqu'on va très souvent avoir du travail informel, du travail des enfants, car très souvent ça va être du travail par les personnes les plus vulnérables dans une société, qui souvent sont aussi des jeunes mères accompagnées de leurs enfants non scolarisés, etc. Et donc c'est juste un exemple que je voulais donner pour illustrer l'importance d'avoir une approche holistique et de ne pas se focaliser sur un seul élément, mais bien d'avoir en compte l'ensemble de ces sujets et de ce cercle ou de ce rond des ODD, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et on ne peut pas juste faire du recyclage de plastique sans prendre en compte le travail forcé ou le travail décent dans les filières de collecte ou de recyclage des déchets. Voilà. Et donc, c'était juste un petit exemple opérationnel et de vécu d'une entreprise. Et je pense que je vais m'arrêter là. Et s'il y a des questions, je serais ravi de... Il y a déjà 2 questions, ok. Et pardon, j'ai oublié de traduire le thank you. Bon, c'était un merci, évidemment. Alors, donc, j'ai une première question. Étant donné le seuil de pauvreté, en fonction du seuil de chaque pays. Oui, alors pour répondre à la première question, donc effectivement, oui, ça revient à comment est-ce qu'on calcule le salaire décent, évidemment. Alors, nous, on s'appuie sur une base de données qui nous est donnée par une ONG qui s'appelle Fair Wage Network, qui est basée en Suisse, et qui calcule les salaires décents dans chaque pays dans le monde. Ils ont une base de données qui couvre 200 pays à travers le monde, au niveau national et parfois même au niveau régional, parce que dans certains grands pays comme la Chine, par exemple, le niveau de vie et les dépenses réelles ne vont pas être les mêmes dans une province comme le Sichuan versus une ville comme Shanghai. Ça va aller du simple au triple. Et donc, L'Oréal s'appuie sur cette base de données Fair Wage Network et qui est intégrée dans nos systèmes de paye RH et sur laquelle s'appuient nos achats, nos services des achats, pour vérifier la compatibilité de nos salaires ou des salaires de nos fournisseurs versus un salaire décent. Donc, effectivement, on s'adapte bien au salaire décent dans chaque pays. Parce qu'évidemment, le coût de la vie, le salaire décent va refléter le coût de la vie, et le coût de la vie n'est pas le même entre Paris, Tokyo et le Sichuan. Voilà. Donc c'est normal et logique de l'adapter en fonction de chaque pays, voire même de chaque région quand les différentiels au sein d'un même pays sont très grands. Donc je pense avoir répondu à cette première question. La deuxième question, et si je n'ai pas répondu à la première question, n'hésitez pas à rebondir, hein, il n'y a pas de problème.
comment une entreprise peut valoriser ses ODD et quels sont les canaux à privilégier? Comment les valoriser? Je pense que pour les valoriser, déjà, il faut travailler dessus. Ensuite, moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir vraiment une approche, comme je disais, holistique et d'être très transparent à la fois sur ce qu'on se fixe comme objectif et les difficultés qu'on peut avoir à les réaliser, parce que c'est pas toujours facile, hein, même pour L'Oréal. Alors, Niels disait que c'est plus facile pour nous, mais nous, peut-être. Mais évidemment, on a aussi, nous, nos difficultés et il y a des défis auxquels même un géant comme L'Oréal est très petit, en fait, à notre échelle. Et voilà, après, je pense que l'important, c'est que chacun y contribue à son échelle, mais ait bien en tête l'importance de casser les silos entre ces différents ODD et à bien avoir en tête que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et on ne peut pas faire que de la décarbonation ou du plastique recyclé sans avoir en tête la lutte contre le travail des enfants, le travail forcé, etc. Et que tout ça doit aller main dans la main. Et je pense que c'était très intéressant dans ce que présentait la personne juste avant moi, de cette interaction entre les collectivités, les ONG, la société civile, les entreprises et tous les acteurs qui travaillent sur ce plan et l'importance vraiment de co-construire ces solutions parce que souvent, tout seul, même L'Oréal, on ne peut pas résoudre tous ces problèmes et on a besoin d'être en collaboration. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si j'ai bien répondu à votre question. On peut aussi prendre des questions à l'oral et il vous suffit de vous démuter. Je pense que c'est possible pour les personnes qui n'ont pas envie d'écrire et préfèrent s'adresser directement que ce soit à Maxime, à Ève ou à nous. Rebecca Alkirch a dû nous quitter comme elle l'a pu le dire, mais on peut transmettre les questions. Est-ce qu'il y a des questions, des personnes qui veulent se débuter? Parce que sinon, j'en ai. Tu peux lancer. Je vais poser les deux premières questions. 2015, c'est vrai que finalement, les ODD, chacun était un peu seul, chaque entreprise, chaque État, chacun était un peu seul. On a parlé de partenariat de société civile. Comment aujourd'hui, c'est une question à vous deux, est-ce que vous avez démultiplié, alors plutôt pour elle, est-ce qu'il y a une observation de la démultiplication des partenariats, parce que l'ODD numéro 17 est l'ODD clé de voûte qui doit permettre l'atteinte des ODD. Donc, est-ce que L'Oréal a finalement passé des partenariats pour atteindre ces ODD en disant que seul, c'est ce que tu as dit, tu n'es pas y arriver. Ça, c'est la première question. Et comment, finalement, on intègre la société civile dans tout ça? Parce que, quelle est la place et le rôle de la société civile dans l'atteinte? Peut-être un exemple concret de L'Oréal, un exemple plus large, SDSN. Vas-y. Par contre, Niels, je crois que tu Merci. Donc, oui, effectivement, chez L'Oréal, oui, on a évidemment pris en compte l'importance de la société civile et surtout du stakeholder dialogue, c'est-à-dire le dialogue avec les parties prenantes. Encore une fois, je vais reprendre mon exemple du salaire décent, hein, désolé, ce sera c'est concret et ce sera le fil rouge et comme ça, j'ai pas besoin de réexpliquer tout le contexte, mais imaginons que L'Oréal paye un salaire décent à ses salariés et à sa chaîne de valeur. On va pas. Alors, l'impact va être important à l'échelle d'une entreprise, mais à l'échelle d'une économie globale et de 20% des travailleurs dans le monde, ça reste ridiculement faible. Et évidemment, L'Oréal va avoir besoin que d'autres s'engagent avec nous, va avoir besoin que d'autres entreprises nous suivent ou nous accompagnent ou font leurs propres initiatives dans ce domaine. On va avoir besoin de l'appui d'institutions étatiques. On ne peut pas aller toujours contre un État. Donc, on a besoin d'appui étatique ou d'institutions internationales. Et évidemment, on va avoir un dialogue avec les syndicats
ou les représentants du personnel, c'est essentiel. On ne peut pas faire varier les salaires sans leur en parler, même si à la hausse, en général, ils sont contents. Mais bon, c'est quand même, ils vont avoir leur propre point de vue et c'est normal sur les montants qui vont être considérés comme décents. Et voilà, etc. J'en passe. Et évidemment, dans tout ce mouvement pour emmener notre écosystème, un dialogue est essentiel. Et sinon, c'est L'Oréal tout seul dans son coin qui travaille en silo. Et à la même manière que d'un point de vue opérationnel, sur les ODD, si on les saucissonne, ça ne marchera pas. C'est la même chose au niveau de l'imbrication de L'Oréal dans son écosystème. Si L'Oréal ou n'importe quelle entreprise travaille toute seule dans son coin, c'est fantastique. Elle pourra se donner des lauriers pour ses réussites individuelles. Mais si on n'en fait pas quelque chose de collectif, un projet porté par d'autres, ça n'ira pas très loin. Voilà. Et sur la société civile? Et la société civile, par exemple, pour le salaire décent, nous est donné par Fair Wage Network, par exemple, qui est une ONG, et qui eux-mêmes ont tout un réseau d'ONG avec lesquels ils travaillent et qui agrègent les données de ce qui est considéré comme un salaire décent. Et on a des dialogues avec tout un tas d'ONG de grande ampleur qui, justement, sont en train de travailler en ce moment même sur cet objectif de living wage ou de salaire décent qui est en train de prendre une ampleur assez importante et qui veulent voir comment opérationnellement une entreprise peut le mettre en œuvre, quels sont les systèmes, quelles sont les meilleures pratiques, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, parce que tout, encore une fois, les difficultés, il y en a, et de voir voilà, les obstacles et d'essayer de travailler là-dessus ensemble et de le promouvoir ensuite à travers la société. Voilà. Donc, pour la société civile, c'est vrai que comme le Global Compact, le SDSN a un mandat onusien, donc c'est vrai que nous, on est quand même en priorité sur les universités et les centres de recherche, ce qui ne nous empêche pas d'avoir des membres en fait qui sont issus de la société civile. Je pense que c'est entre 20 et 30% des institutions membres sont des ONG. Mais disons, c'est des ONG qui sont plus du côté de la recherche, donc qui ont beaucoup de programmes concrets, mais comme Fair Wage Network, c'est une ONG qui est axée recherche, expertise, et donc voilà, on a aussi de nombreux partenaires, même avec le privé. Donc les entreprises privées ne sont pas membres du SDSN, mais ils sont représentés dans notre instance de gouvernance qui s'appelle le Leadership Council. Au même titre que la société civile et le secteur public aussi. En termes d'accroissement des partenariats, on a vu pour nous un vrai décollage en termes de partenariat à partir de 2018. Les derniers chiffres que j'ai, c'est qu'on a une croissance de 236% du nombre de membres depuis 2018. Et que sur la période des 3 dernières années, sachant qu'on a aujourd'hui 44 réseaux, entre 2018 et 2021, on a ajouté 18 réseaux. Donc on a quasiment doublé le nombre de réseaux et on en a 20 qui sont en cours de création. Donc c'est vrai que nous, on a vu une nette accélération. Et même pendant la pandémie, sachant qu'on travaille quand même principalement avec l'éducation. C'est un des secteurs qui a été vraiment vraiment et dans ce monde d'avenir et dans cet écosystème des ODD. Et donc, d'où la pertinence aussi d'un réseau comme le SDSN.
Merci beaucoup, Eve, pour ce point et aussi à Maxime. Mais n'hésitez pas, je vous rappelle, à poser vos questions dans la boîte de dialogue. Je vais en profiter pour vous poser tous les deux des questions. Maxime, ta présentation a été très concrète parce qu'en fait, elle a illustré une question qui revient souvent par rapport aux entreprises sur l'impact. La sur l'impact, c'est une métrique, le salaire vital. Bon, ben, il faut tant pour vivre au Bangladesh ou en Birmanie. Est-ce que vous avez ça en tête, justement, la question de l'impact quand vous êtes en train de développer différentes politiques, dont politique du Fair Living Wage, qui est un axe assez important dans les entreprises françaises en ce moment? Yes. Donc, oui, effectivement, on a en tête toujours cet impact. Alors, moi, spécifiquement, moi, je viens quand même de la direction des droits humains. Donc, nous, on a toujours en tête réduire les impacts négatifs, hein, comme nous le demandent les UNGP, enfin, les principes directeurs des Nations Unies sur les droits de l'homme et entreprises. Donc, ça, c'est toujours notre première priorité, réduire les impacts négatifs qu'on peut avoir et, si possible, créer des impacts positifs au passage, même si la priorité reste la réduction négative. Après, oui, sur le salaire décent, pour moi, c'est un bon exemple de réduction d'un impact négatif, parce qu'on va réduire la pauvreté, on va réduire la working poverty, le child labor et autres. Et ensuite, on va avoir un impact positif qui est potentiellement énorme, comme l'augmentation du niveau de vie, de l'éducation, de l'accès aux soins, etc. Donc oui, c'est quelque chose qu'on a en tête et je pense que c'est essentiel pour une entreprise sur ces sujets-là d'être très stratégique et de ne pas se noyer dans les détails, si je puis dire, et d'avoir vraiment de garder en tête une priorisation et d'aller toujours, de vraiment essayer de mesurer les impacts qu'on peut avoir en réduisant le négatif et en augmentant le positif comme c'est possible. Merci, merci beaucoup. On a une question sur un partenariat EFQM. Dans la mémoire avec EFQM, c'était la Quality Management. Je sais pas si ça. Vous avez de nombreux, je connais de gros partenariats de L'Oréal, notamment Max Havelaar aussi. Mais ça nous dit rien, c'est peut-être trop pointu. Quality Management, c'est même pas une cible des ODD, même si on rattache souvent la santé au travail à l'ODD 8 et à l'ODD 3 sur la santé et ODD 8 sur le travail décent. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, voilà, là c'est trop. Juste, il n'y a pas de réaction autour de la table sur le European Foundation for Quality Management, donc c'est une réponse. Parce que le partenariat type porteur, la réponse est que, en tout cas, autour de la table, il n'est pas connu. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pertinent, mais en tout cas, il n'est pas approprié par les intervenants. Donc, c'est un signe en tant que tel. Sur peut-être s'il y a d'autres questions. Est-ce que nos intervenants, peut-être, voulaient apporter des précisions? Je me rapproche du micro d'Anthony. Est-ce que vous voulez apporter des précisions par rapport à ce que vous avez pu dire ou des réactions ou des compléments par rapport à ce qui a été dit toute la matinée? Non, alors il y a une question, alors pendant que vous réfléchissez, parce que vous avez le droit de prendre la réflexion, il y a une question de SI Audrey. Pensez-vous qu'il est préférable de se positionner sur certains ODD de façon stratégique ou d'y répondre à tous? Alors ça, c'est une question qui revient assez régulièrement au Global Compact. Je vais juste remettre le micro. En fait, il y a deux réponses. La première, qui est la plus facile, c'est finalement d'aller sur les ODD dans lesquels l'entreprise est la plus, je dirais, active, et en même temps, ce n'est pas y répondre, parce que si L'Oréal est sur le travail décent, finalement, vous allez y répondre d'une façon ou d'une autre, alors que d'aller sur la vie aquatique, L'Oréal n'a pas forcément des choses à dire. Mais si on creuse, on parle du plastique, et on se rend compte qu'en fait, la question du contenant a un impact immédiat sur la vie aquatique, mais aussi les matières premières qui peuvent être utilisées. Et donc, c'est toujours la première question. C'est pour ça que je disais en introduction, quand on est
pas forcément mature sur la question des ODD, spontanément, on va aller sur des sujets sur lesquels on a des choses à dire, et ce qui est légitime, je dirais, et ce qui est assez rationnel. Donc, on va spontanément se positionner et donc communiquer sur ces impacts positifs ou négatifs. Alors, c'est rare qu'on communique sur ces impacts positifs, mais l'exemple de L'Oréal est intéressant. On sait qu'on a des impacts et on essaye d'apporter des réponses à ces impacts. D'un point de vue des ODD en tant que tel, c'est pour ça que ça c'est ma deuxième réponse, évidemment, on est censé y répondre à tous. Je dis bien est censé, parce que l'objectif des ODD, c'est de se dire, voilà, vie aquatique, peut-être que moi, en tant qu'entreprise, j'ai pas grand-chose à dire, mais finalement, quand je creuse, je me rends compte que j'ai un impact sur la vie aquatique et que finalement, l'ensemble des ODD sont liés, mais qui nécessitent aussi une maturité. C'est pour ça que je disais en introduction, c'est peut-être plus facile pour L'Oréal parce que il y a plus de monde, pas forcément à la direction de développement durable, mais l'entreprise étant 86 000 salariés a un potentiel de réponse plus fort qu'une PME avec 10 personnes qui forcément aura moins de ressources à consacrer à ce sujet. Mais et je crois que ça a été dit, enfin, c'est pas je crois, ça a été dit toute la matinée, les ODD sont systémiques et donc on ne peut pas arriver à l'atteinte des ODD si on ne prend pas en compte l'ensemble des objectifs de développement durable et que donc finalement, on ne se positionne pas sur l'ensemble, sachant encore une fois que on ne sera pas, c'est pas une question de bon ou pas bon, mais on ne sera pas moteur sur l'ensemble des ODD par définition, et il faut aussi l'accepter. Donc, c'est toujours une question de juste curseur, et je me tourne aussi vers nos interlocuteurs, c'est aussi une question de juste curseur et de ce que l'entreprise va aussi mettre en avant dans sa communication, entendu communication reporting extra-financier avant tout. Les ODD ne sont pas un outil de communication grand public à part entière, pas plus que les 10 principes du pacte mondial sont un outil de communication. En revanche, c'est un outil qui incite au dialogue. C'est peut-être que le mot communication anglais devrait être plutôt traduit en dialogue en français, au travers des communications sur le progrès, qui sont les COP, donc pas les conférences des parties. C'est bien une invitation au dialogue entre les parties prenantes de l'entreprise et l'entreprise sur ses objectifs, qu'ils soient les 10 principes ou les ODD. J'espère avoir bien répondu à la question, mais je me tourne aussi vers nos invités et participants à ce sujet. Peut-être juste un élément de réponse. Encore une fois, je pense que si, même si, par exemple, puisqu'on reprend la vie aquatique, là, qui est notre fil rouge aujourd'hui, si je prends par exemple la vie aquatique, je pourrais typiquement dire, vous savez, les plastiques dont je vous parlais tout à l'heure et qui peuvent très souvent, qui finissent dans l'océan s'ils ne sont pas ramassés dans des pays par des systèmes, mécanismes de collection des déchets. Et bien, encore une fois, si vous vous focalisez, disons que sur la vie aquatique, vous allez voir que pour le résoudre, il va falloir aller sur de la collection de plastique, par exemple, qui va avoir un impact positif sur l'économie circulaire et la réutilisation de plastique, mais qui va aussi avoir des conséquences potentiellement négatives sur les droits humains avec des conditions de travail. Donc, vous voyez, en fait, dès qu'on prend, quel que soit en fait le bout dont on le prend, si on va jusqu'au bout de la démarche et qu'on prend un sujet par les cornes, je vais dire, on va toujours avoir tout un fil qui va en découler. Et je pense que c'est applicable même à la vie aquatique. Hein, voilà. Même les poissons vont avoir des conséquences sur les autres ODD, sur les droits humains et la protection de l'environnement. Et tout ça se parle. Et encore une fois, d'où l'importance d'un dialogue avec la société civile, les organisations, etc. Par exemple, le travail des enfants, souvent, on va avoir besoin d'organisations indépendantes locales pour nous aider à l'identifier, nous accompagner pour trouver des solutions de remédiation, etc. Donc, on ne peut pas... voilà, c'est toujours cet aspect systémique. Alors, si vous voulez commencer quelque part, commencer sur la vie aquatique, par exemple, vous allez très vite en découvrir d'autres qui vont en découler. Mais peut-être que c'est pas grave, on peut commencer par l'un et progressivement avoir les autres qui en découlent. Tu veux je pense que, enfin, vous avez dit l'essentiel sur ce point. Je pense que on a tendance à voir de plus en plus de ODD washing, où on voit justement allègrement les petits carrés dans des rapports. Ah tiens, ben on a fait ça, c'est très bien, on se félicite.
Mais justement, je crois que cette compréhension systémique et de voir le logo des 17, mettre le logo des 17 un peu on choisit un autre, mais que c'est un bloc et tout est connecté, c'est un système. Après, c'est facile de le dire comme ça pour le mettre en œuvre. Nous, on a proposé une approche qui s'appelle les 6 transformations. Qui a été un papier dans un journal scientifique. Je partagerai le lien si ça intéresse. Où en gros, comme c'est vrai que les 17 sont un peu compliqués à appréhender et que ça ne correspond pas non plus à l'organisation d'une entreprise ou d'un gouvernement, enfin, nulle part dans le monde, il y a 17 ministères qui correspondent à ces 17 objectifs. Et que les chaînes de valeur, les systèmes économiques non plus ne sont pas organisés de cette manière. Donc nous, on a créé ce qu'on appelle les 6 transformations qui reprennent en fait les 17 objectifs, mais qui les réorganisent justement autour du fonctionnement étatique et économique. Donc une transformation autour de l'éducation, une transformation autour de l'énergie, une transformation autour de l'agriculture, une transformation autour du digital. Et donc, c'est un outil qui peut aider aussi dans la compréhension en fait, de ce système et des liens, les objectifs où finalement, un objectif entier par transformation, à part, par exemple, pour la santé, ben oui, l'ODD 3 rentre dedans. Mais il y a aussi des enjeux d'éducation qu'on retrouve dans la santé, que ce soit par exemple autour du tabac, de l'alcool, c'est aussi des questions d'éducation. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas juste les faciliter, facilement les découper. Donc si ça vous intéresse, c'est un travail un peu académique aussi. On peut commencer par un objectif qui peut sembler vraiment proche du travail d'une entreprise et après, comme vous l'avez très bien expliqué, on creuse un peu plus et on voit en fait qu'il y a 7, 8, 10 objectifs qui sont en lien dès qu'on passe. Juste en regardant le niveau au-dessus, je pense que ça a été bien expliqué par le CGDD aussi. L'objectif 2, ça ne porte pas sur la fin. C'est la fin, l'agriculture durable, la nutrition équilibrée, etc. Il y a plein de choses. Donc, on ne peut pas s'arrêter au titre résumé dans le petit logo non plus. Merci Eve et Maxime, parce on touche vraiment du doigt, c'est-à-dire qu'au-delà de se dire ok, on est tous d'accord, il faut les mettre en œuvre, on est de bonne volonté, on se rend compte que les ODD sont un langage universel, mais que la grammaire, elle n'est pas forcément là. Et que la grammaire, et vous donnez 2 exemples, et l'exemple de notre auditeur sur le FQM, ça montre bien que finalement chacun invente sa grammaire, et on peut comprendre aussi d'ailleurs, puisque chaque secteur d'activité est spécifique. Le Global Compact aussi propose des outils de mise en œuvre d'ailleurs des ODD, et on voit bien qu'il y aura une réponse unique. Et donc, c'est là où moi, je suis sans doute un tout petit peu plus indulgent et chacun est aussi dans son rôle. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde ne peut pas atteindre d'un seul coup l'ensemble des 17 objectifs de développement durable. En revanche, il faut avoir conscience de ses propres lacunes, de ses propres impacts et que les ODD sont aussi une mesure de son impact. Alors, tout le monde parle d'impact aujourd'hui, mais là, on est vraiment sur l'impact. Je veux dire, finalement, qu'est-ce que je fais de mal sur les 17? Quel est un impact négatif sur ces 17 et comment je cherche à le réduire, voire à le diminuer. Et l'effet positif, c'est finalement, au-delà de la réduction, et Maxime l'a très bien dit, au-delà de la réduction des impacts négatifs dont on a conscience, on peut aussi ne pas avoir conscience de certains de ces impacts, et c'est tout le rôle aussi de dialogue avec la société civile qui va dire, attendez, vous ne vous rendez pas compte de vos impacts sur tel endroit, et d'apporter une réponse positive, et c'est ce que dit Eve, c'est finalement, au-delà de la réduction des impacts négatifs, on est censé quand même apporter des impacts positifs à échéance 2030, dont on sait malheureusement aujourd'hui qu'on ne peut pas les atteindre. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se donner les moyens, et c'est, je pense, le message un peu positif d'aujourd'hui, c'est que avoir conscience de ces lacunes permet de les combler et donc de travailler ensemble. Et on revoit bien que la question des partenariats, on ne pourra pas atteindre ces objectifs de développement durable si on n'est pas capable de travailler ensemble, société civile, entreprise, puissance publique, tous ensemble dans un mode de travail beaucoup plus horizontal. Et c'est sans doute ça la révolution des ODD, c'est une nouvelle façon de travailler. Et c'est ça qui est compliqué aussi, parce que travailler différemment, ça nécessite du temps et la compréhension réciproque aussi, encore plus qu'on s'appelle le réel et qu'on travaille dans des pays à des cultures par définition différentes des nôtres. Je peux juste réagir
j'ai pas eu le temps de pour éventuellement parler d'autres choses. Mais je pense que c'est très pertinent. On a toute une initiative en fait avec l'industrie agroalimentaire. C'est un partenariat avec le centre Baria où justement, c'est notre plus grande initiative qu'on fait vraiment avec le secteur privé et on parle non seulement de réduire le négatif, mais aussi accroître le positif. Et l'initiative est construite. Donc l'initiative s'appelle Fixing the Business of Food. Je mettrai le lien dans les liens à partager après, qui est construit autour de 4 piliers. Donc sur le côté faire moins de négatif, le premier pilier, c'est être sûr que ce que l'on produit contribue à la bonne santé et des régimes durables, etc. Le deuxième pilier, c'est côté production. Est-ce que les chaînes de valeur sont durables? Est-ce que, sur la production. Ensuite, troisième pilier sur les chaînes de valeur. Et le quatrième pilier porte sur ce qu'on appelle donc l'entreprise en elle-même, est-ce qu'elle paye ses impôts là où elle travaille, est-ce qu'elle elle paye correctement ses employés, etc. Donc si ça peut intéresser, s'il y a des entreprises dans l'agroalimentaire qui peuvent s'inspirer, je pense qu'il y a des choses très, très concrètes aussi qui sont ressorties de cette initiative. Merci. Sectoriel agroalimentaire. Je ne savais pas qu'il y avait un centre Barilla. Donc voilà, c'est plutôt. C'est leur fondation. Ouais, c'est leur fondation. En tout cas, voilà, c'est les ODD, c'est aussi. Voilà, ça peut s'approprier au niveau des secteurs. Il y a des fédérations professionnelles qui s'approprient aussi les ODD. Il faut le rappeler. Il ne me reste plus qu'à remercier nos intervenants pour ce webinaire où on a pris du temps. On a pris quasiment 2 heures pour justement faire un bilan voilà, sans concession, mais aussi quelques touches d'espoir. Nils vient d'expliquer, les ODD, c'est aussi faire preuve d'humilité. Voilà, on n'est pas tout, voilà, on ne fait pas tout bien. Il faut aller vers les autres, faire des partenariats pour justement dire qu'on ne peut pas tout faire seul et justement l'action est démultipliée avec les partenariats. Donc il ne me reste plus qu'à de L'Oréal, Rebecca du CGDD, Eve du SDSN, puis bien sûr notre délégué général Nils, voilà, qui a replacé le débat. Justement, on ne fait pas du true speaking. Voilà, c'est aussi une démarche qu'on élargit les ODD, mais ces ODD, c'est avant tout matriciel. Juste un petit point d'agenda, la semaine prochaine, alors un moment, le CGDD a parlé de la loi climat et résilience, et bien la semaine prochaine, nous aurons un webinaire le 25 novembre prochain matin sur justement cette loi climat et résilience qui change beaucoup de choses. On a vu que c'est une loi assez riche, donc voilà, nous vous donnons rendez-vous, donc ce sera en compagnie de mon collègue Florian Burel pour un webinaire sur cette loi climat et résilience. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit et à très bientôt pour un prochain événement du Global. Au revoir.